Et bien le bonjour à vous. Il y a quelques temps, j'ai pu vous présenter sur la chaîne un jeu vidéo portant le nom de Chronicle of the Wolf, jeu qui s'inspirait directement de l'histoire de la bête du Gévaudan. La créature étant, pour ainsi dire, un des ennemis les plus redoutables du jeu et au centre d'une bonne partie de l'histoire. Pourtant, ce jeu m'a un peu pris par surprise car de nombreux éléments historiques ont également été repris, et je vous propose de les découvrir ensemble dans cette vidéo. Je précise donc que cette vidéo contiendra de nombreux spoilers sur le jeu, qui dévoileront aussi beaucoup d'éléments clés sur au moins toute la première partie de l'histoire. De même que je tiens à présenter des excuses. Durant le début du jeu, j'ai commis l'erreur de dire qu'il s'agissait d'un studio étranger derrière le jeu. Or, Megami Studio est bel et bien français. Son nom m'a simplement porté à confusion. Voilà, maintenant que les premiers usages sont faits, je vous propose de passer au sujet de la vidéo. Le premier personnage dont nous allons parler est probablement l'un des plus importants dans l'histoire de la traque de la bête du Gévaudan. Son nom apparaît pour la première fois le 13 février 1765 et il sera ensuite un des acteurs majoritaires dans la traque de la bête. Jean Chastel prétendra d'abord que le monstre marchait sur 3 pattes et boitait, mais il niera cette affirmation par la suite. Pourtant, au-delà de cela, il participera à la traque en compagnie de ses fils, et selon la rumeur, Jean aurait même été celui qui tua la bête. Mais des rumeurs, il y en a eu, et nous allons très vite y revenir. Le 16 août 1765, les Chastel eurent une altercation qui les amenèrent à être incarcérés à Saugues, car à la suite de fausses informations, les gardes-chasse du roi Pélissier et Lachenay se retrouvèrent dans une tourbière. Scène qui fit rire les Chastel et provoqua un certain émoi, amenant à la condamnation de la famille ainsi que des homonymes. Cependant, un détail troublant fut que les attaques avaient été momentanément interrompues durant leur emprisonnement. Après le départ de François-Antoine, le porte-arquebus du roi de France qui pensa avoir attrapé la bête, les victimes continuaient à grossir malgré tout, jusqu'à ce qu'une battue soit organisée au Mont-Mouchet, un lieu qui est présent dans le jeu. Une battue dans laquelle Jean Chastel participera. On dit que le lendemain, au lieu dit la Sogne d'Auvers, il abattra un grand loup, à la suite de quoi les attaques cesseront. Cependant, il reste encore de nombreuses spéculations, et le jeu s'attarde plus sur ce côté, faisant de Jean Chastel un antagoniste du jeu, et même l'un des boss que l'on pourra combattre. Je ne vais pas m'attarder sur chaque rumeur, mais il y en a 2 plus précisément qui semblent pertinentes dans le contexte du jeu. Une thèse soutient que notre vaillant Jean aurait été derrière la bête du Gévaudan, car la rumeur veut qu'il aurait dressé la bête. Elle va même plus loin car elle prétendrait qu'il s'agirait d'un de ses fils. Ce qui ne manque pas dans le jeu, car la bête, la première du moins, s'avère bien être son fils, une découverte que le joueur fera après un douloureux combat. Cela rejoindra donc 2 hypothèses connues, celle de Jean Chastel en tant que meurtrier sous couvert de bête du Gévaudan, et celle où la bête serait en fait un lycanthrope, ou plutôt un loup-garou. Un des fantômes que nous rencontrons dans le jeu et qui nous vient en aide. Jeanne Boulet sera également une des premières victimes de la bête. Âgée de 14 ans alors, on retrouve son corps mutilé après qu'elle se soit fait attaquer par la créature alors qu'elle gardait son troupeau. Et pourtant, sa mort n'affola pas vraiment les autorités dans un premier temps, car il n'était malheureusement pas rare de retrouver des victimes d'animaux sauvages. Contexte d'époque oblige. La seule chose qui fera la différence, ce sera la fréquence des nombreuses victimes par la suite, ce qui alertera rapidement sur le fait qu'une bête rôde effectivement dans le coin. Le marquis d'Apcher, ou de son nom complet Jean-Joseph de Châteauneuf-Randon d'Apchier, ça sent bon la France tout ça, fut également un des acteurs principaux dans la traque de la bête. Ce fut à l'âge de 17 ans qu'il prit la décision de donner la traque de la créature, motivé par la vue de toutes les familles endeuillées. C'est lui qui sera à l'origine de la dernière battue notamment, où l'on prétend que Jean Chastel aurait abattu la bête. Ses propres chiens se jetèrent d'ailleurs sur la créature, après que celle-ci avait reçu les plombs du chasseur. A la suite de quoi, la bête sera portée au château de Bresque, la résidence du marquis, qui se chargera de faire appeler un domestique du roi pour que la créature soit transportée à Versailles.
Pourtant, dans le jeu, il sera présenté comme un antagoniste, reclus dans son château et terrorisant les environs. Mais dans l'histoire, il eut une vie plutôt chargée, devenant colonel puis chevalier de l'ordre royal, pour ensuite s'exiler en Espagne plus tard dans sa vie, où il mourut à l'âge de 50 ans. Troisième fantôme qui nous vient en aide dans l'histoire du jeu, Marianne Ebrard fut effectivement une victime de la créature. Malgré ce qui est dit dans le jeu, elle ne survécut pas brièvement à l'attaque et mourut même sur le coup, étranglée ou prise au cou par la créature. Cependant, nous pourrons aussi retrouver son frère dans l'histoire, qui fut bien présent lors de l'attaque et tenta même de la défendre, sans grand succès malheureusement. Morangiès, de son vrai nom Jean-François Charles de Molette, comte de Morangiès, est l'un des antagonistes du jeu qui nous est alors présenté comme un célèbre couturier vivant dans la ville de Langogne. Il sera également un boss à combattre dans son atelier. Pourtant, dans l'histoire, Morangiès fut un seigneur de l'une des plus grandes baronnies du Gévaudan, et pas forcément l'un des mieux vus, car sa réputation d'escroc lui aura valu d'être soupçonné comme suspect dans l'affaire de la bête du Gévaudan. Il aura eu au cours de sa vie de nombreux démêlés avec la justice, entre escroquerie et scandale, allant même jusqu'à attaquer son propre père pour obtenir une avance sur héritage. Cependant, durant la période de la bête du Gévaudan, Morangiès fut révolté de voir sa province hantée par une telle créature, et réclamera d'être mis à la tête d'une troupe pour le bien de l'ordre public. Mais sa demande se verra rejetée au profit du capitaine Duhamel. Pourtant, il joue un rôle en parvenant à unifier la noblesse, comme il est dit dans une citation. Et ses propres terres furent utilisées pour abattre la bête lors des chasses, sans grand succès. Personnage de premier plan dans la quête, elle sera pour ainsi dire le second personnage principal dans l'histoire, aidant notre héros à bien des occasions. On peut alors y voir une femme s'impliquant beaucoup dans la traque de la créature, allant l'affronter comme ce fut le cas dans la réalité. Car Marie-Jeanne Vallée affronta la bête et fut une des rares chanceuses à en sortir vivante tout en parvenant à blesser la créature au terme d'un affrontement éprouvant. Servante du curé Louis Bertrand à ce moment, elle fut attaquée par la bête alors qu'elle se rendait dans la montagne à destination de la métairie de Broussou en compagnie de sa sœur. La bête les attaqua dans un premier temps en tournoyant autour d'elle, mais Marie-Jeanne, armée alors d'une baïonnette, tint tête à la créature. Elle eut le réflexe de reculer au bon moment quand la bête avait voulu fondre sur elle, et planta son arme de toutes ses forces, enfonçant la lance de 7 cm environ dans le poitrail de l'animal, qui roula dans la rivière et disparut. Ce fut un acte héroïque qui suscita l'espoir de voir la bête enfin vaincue. François-Antoine put d'ailleurs saisir l'occasion pour lancer ses chiens, sans succès. Il rédigera ensuite un procès-verbal de cet épisode. La jeune femme put alors offrir une description approfondie du monstre, qui fut également confirmée par sa sœur Thérèse. Quant à Marie-Jeanne Vallée, ce haut fait lui valut le surnom de Pucelle du Gévaudan, du haut de sa vingtaine d'années. Bien qu'il n'ait pas un grand rôle dans le jeu, le capitaine Duhamel fut celui qui dirigea la première traque officielle de la bête, à la tête d'une cinquantaine de soldats dans un premier temps. Pourtant, il mènera plusieurs opérations sans succès, malgré les moyens conséquents qui étaient engagés, et surtout, il était le premier à réellement apporter une structure un peu plus militaire à la chasse. Cependant, l'affaire prenant de l'ampleur, le capitaine Duhamel, de son vrai nom Baptiste Louis-François Boulanger, ou sieur Duhamel, sera écarté pour laisser place aux autorités royales qui seront alors chargées de reprendre la suite de la traque, avec notamment l'intervention de François-Antoine. Dans le jeu Chronicle of the Wolf, le capitaine Duhamel se trouve dans la ville de Langogne, et nous fournira même un mousquet assez puissant à ce stade de l'aventure. Il se dit même qu'il aurait affronté la bête et survécu, information que l'on apprend en parlant avec d'autres PNJ dans la ville. Il y a de nombreux lieux dont le nom est inspiré de vrais endroits, comme la forêt de Darn, le mont Mouchet ou la ville de Langogne. Ce qui est plutôt sympathique en plus d'ancrer le jeu dans une réalité assez proche de la nôtre. Le mont Mouchet par exemple se trouve être enneigé,
Et il faut savoir que la période hivernale provoqua de nombreux ralentissements dans la traque de la bête. De même que l'ambiance dans les villes et villages du jeu offre un rendu assez sympathique à l'ambiance générale du moment. Les habitants vivant dans la crainte des assauts de la bête, on le ressent assez vite, comme le fait par exemple que de nombreuses portes soient fermées de nuit. Il s'agit d'un ordre de chevaliers dont est issu Matteo dans le jeu. Envoyé en tant qu'apprenti, la bête du Gévaudan sera pour ainsi dire sa mission d'intronisation en tant que chevalier. Pourtant, l'ordre de la Rose-Croix a bel et bien existé. Quoique plus vu comme une société secrète basée sur l'ésotérisme et le mysticisme. Son présumé fondateur, Christian Rosenkreutz, est également mentionné dans le jeu à plusieurs reprises, et sera même à l'origine d'une petite collecte d'objets afin de nous ouvrir un passage pour obtenir un pouvoir assez puissant. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez en savoir plus sur cet ordre, encore une fois, je vous renvoie vers le lien en description, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Il reste sûrement de nombreuses références historiques que je n'ai pas forcément traitées ici, mais je tenais tout de même à saluer le travail des développeurs qui ont su en intégrer dans le jeu, même si, pour les besoins du jeu, ils ne les ont pas toujours rendus fidèles à l'histoire, ce que je comprends parfaitement. Il se trouve aussi que de nombreux personnages semblent issus de leurs autres jeux, dont Vallaki notamment, ce qui est plutôt sympathique et m'a donné envie de tester également ce jeu-là un jour. Mais d'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment devant. Car si nous en avons fini avec Chronicle of the Wolf sur ma chaîne, un nouveau jeu arrive très prochainement, et j'espère que celui-là vous plaira aussi. Mais d'ici là, portez-vous bien, et à bientôt.